Bon, donc voilà, je vous ai mis, après avoir vu donc la vidéo numéro 7 qui concernait l'historique d'où pouvaient provenir donc les premières études de statistiques ou les premiers traitements de statistiques. Quand je dis traitement, c'est la collecte de données. Hein, c'est simplement, bien sûr, vous avez compris que c'est la collecte de données au départ. Le dénombrement, la collecte de données, eh bien, ça remonte il y a très très loin. Voilà, déjà à l'époque sumérienne, on pouvait mesurer ou prendre en charge le potentiel des richesses, voilà, du pouvoir et le potentiel armé, ainsi que celui de la population. Et ensuite, s'en est suivi les Mésopotamiens, en Mésopotamie, en Égypte. Bien sûr, il y a eu des copier-coller d'autres civilisations qui ont pris les acquis et qui ont fait des copier-coller. Hein. Bon, je veux dire, tout a été, je veux dire, une civilisation quand elle trouve, voilà, quand elle découvre et elle applique certaines choses, d'autres civilisations, en échange, peuvent s'accaparer de certaines méthodes voilà, qui ressembleraient à celles d'une civilisation bien définie. Si les preuves ont fait, si la démarche a fait ses preuves, ben, d'autres civilisations les copieront et verront par eux-mêmes que ces mêmes preuves vont se refléter chez eux. C'est pour ça que on retrouve ça comme une mécanique qui va voilà, se dérouler d'une civilisation à une autre, parce que la démarche de dénombrement avec bien sûr évolution, parce que tout ça évolue, hein. On ne recule pas en arrière, mais on ne fait qu'avancer. Hein. Ces démarches sont prises en compte par diverses civilisations qui s'en accaparent et qui voient que effectivement ce sont des outils qui peuvent être utilisés aussi bien à mauvais escient qu'à bon escient. Voilà. On peut l'utiliser pour une démarche saine, comme une démarche malsaine. Par exemple, je parle en démarche malsaine, par exemple, la création de guerre. On pourrait voir ses ennemis, savoir dénombrer son armée, et dénombrer et savoir ce que l'armée opposée possède, bien c'est une bonne donnée concernant les combats. Alors si on regarde bien la bataille de Waterloo, ben, si vous regardez le nombre d'hommes que Napoléon possédait et la coalition, bon, il n'y avait pas photo. Donc Napoléon aurait dû déjà se poser les bonnes questions à cette époque-là, en se disant que mon nombre d'hommes alignés était d'autant, que la coalition composée de tout plein de soldats, menés bien sûr par l'Angleterre, ben, que le nombre d'hommes était nettement supérieur au niveau des Anglais. Au niveau des Anglais, il était plus évolué le nombre de soldats. Je vous rappelle que c'est une coalition composée voilà, de Prussiens, d'Autrichiens, d'Anglais, et voilà, de nombreux soldats venus venus pour combattre voilà, l'armée de Napoléon. Donc on comprend que Napoléon aurait pu entrevoir déjà par les statistiques qu'il aurait pu, même par une démarche logique de bataille de lieu, c'est-à-dire de stratégie, même avec n'importe quelle stratégie, mais c'est qu'il était perdant. Il était perdant. Parce qu'en face de lui, il avait une armée très, très importante en nombre d'hommes. Donc il n'aurait pas pu faire face à cette armée. Et je ne comprends pas pourquoi il a voulu faire cette bataille, alors que déjà sur tout le long du chemin pour aller vers le lieu où se déroulait la bataille, ben, se sont déroulées de nombreuses tueries voilà, de l'armée de Napoléon. Hein. Beaucoup de soldats de l'armée de Napoléon se sont fait massacrer, voilà, ne fût-ce que par les soldats prussiens
qui les attendait, je veux dire, avant le lieu de la bataille, c'est-à-dire avant on va dire, Braine-l'Alleud, avant Braine-l'Alleud-Waterloo. Voilà. Avant Braine-l'Alleud, ben, il y a eu les batailles de Ligny où ces soldats se sont déjà fait massacrer par les Prussiens. Alors bon, si déjà là ils perdent un nombre d'hommes important, il ne faut pas dire que là où il y a lieu la bataille, je peux vous dire que là où les Anglais les attendent avec une masse importante de soldats, je peux vous dire qu'il allait perdre la bataille. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là dans la tête de Napoléon en pensant que ces soldats allaient faire quelque chose vis-à-vis d'une très grande coalition. Ce qu'il aurait dû faire, c'est il aurait dû jamais se battre ce jour-là, ni en ce lieu-là, ni ramener des soldats, ni vouloir faire la prétention de se battre, voilà, en sachant que statistiquement, il allait se prendre une claque. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé sans avoir fait de statistiques. Ben, apparemment, les Anglais auraient peut-être fait des statistiques et se seraient dit bon, on a une armée bien plus importante. Donc on est apte à les battre à coup sûr. Donc ils n'ont même pas, au niveau de la stratégie, bon, ils n'ont pas pensé. S'il y avait des batailles stratégiques, bon, de chaque côté, de toute façon, c'est une stratégie contre une autre. L'une est plausible, mais face à un nombre de soldats important, la stratégie tombe à l'eau. J'en prends pour preuve, encore une fois, la bataille qu'il y a eu au niveau des... comment on appelle ça, la bataille, je ne sais plus, le général Zhukov contre l'armée allemande, composée de nombreuses nationalités, parce que bon, se disait, les nazis étaient constitués de nombreux soldats provenant de différents pays, au niveau de la bataille bien sûr, de Russie, dans le front russe, qu'on appelle ça, le nombre d'hommes de Zhukov était très important. Effectivement, il y a eu énormément de morts, mais ça lui a permis de gagner la bataille. Donc, on voit que le fait de recenser ces soldats, bien que moins armés militairement, ou plus vulnérables, ils finissent par remporter une victoire sans commune mesure, même avec des pertes énormes. Parce que les lourdes pertes vont se compenser par une victoire dans la bataille. Donc on parle à ce moment-là de sacrifice. Mais les statistiques auraient pu dire déjà que l'armée allemande aurait été en défaite, aurait été prise à partie par une population de soldats nettement plus supérieure que que les capacités, voilà, de soldats allemands. Donc il fallait y penser. Vous allez mettre jamais 10 hommes contre 1000 hommes, parce que bon, vous comprendrez que le rapport de force en nombre d'hommes, il est complètement je veux dire, hors norme. Ce qui fait que fatalement la victoire, on la connaît. Même si les 10 personnes sont capables de tuer, de massacrer peut-être la moitié, mais en tout cas il restera, même s'ils tuent la moitié des 1000 personnes, il leur restera 500, mais les 10 personnes seront mortes et ils auront perdu la bataille. Donc c'est clair et net comme une clarinette. Je veux dire, c'est aussi limpide que l'eau qui coule. Donc il faut savoir que bon, certains sont amenés à certains sacrifices, à perdre un nombre d'hommes incommensurable, inouï, mais ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est la victoire finale. Voilà. Donc, ceci étant dit, vous voyez que les statistiques peuvent avoir un impact au niveau militaire s'ils sont bien pris en compte. Bon, ici, donc, je vous ai dit que l'histoire commençait par le recensement de ce qui portait sur la population humaine. Voilà, au départ. Je rappelle qu'on a eu l'époque sumérienne, avec bien sûr on a eu des plaquettes d'argile pour lesquelles tout était enregistré. Hein. Bon, tout ça, on sait voir par des preuves
existantes, les preuves existent. Donc c'est pour ça que quand on vous dit qu'on faisait des recensements, des dénombrements de richesses et de soldats, de soldats et de population, ben, tout ça était était répertorié sur des paquets d'argile. Donc on en a des traces, c'est pas qu'on raconte n'importe quoi. Et on s'est remonté par des voilà par le carbone 14, remonté à des époques bien définies. Alors, donc je vous disais que le recensement portait au départ sur en gros, sur des populations humaines. Sur des populations humaines. Ce qui fait que le terme population est encore désigné aujourd'hui. Même aujourd'hui, plus de 5000 on est en 2021-2020, si je compte vers 3000 avant Jésus-Christ, avant notre ère, ils ont fait le premier recensement, 3000, on est en 2021, 3000 et 2000, ça fait 5000 ans. Il y a plus de 5000 ans d'ici, bon, ils faisaient le premier recensement, et aujourd'hui, on en a gardé toujours le terme population. Enfin, au départ, ça concernait les populations humaines, et 5000 ans après, comme ça concernait les populations humaines, mais on a pris un terme de statistique qu'on appelle la population, qui désigne aujourd'hui, qui est désignée aujourd'hui pour représenter un ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une population? Ce n'est rien d'autre en statistique, un ensemble. Voilà, ça, on a une population. Une population, c'est un ensemble. Bien, un ensemble de quoi? Ben, je l'ai vu dans les autres vidéos. Ben, vous y mettez une collection. Vous allez collecter des données, une collection, bien sûr, sur base d'une étude qui va concerner des personnes. Donc on peut avoir un ensemble de personnes, un ensemble d'objets, un ensemble d'animaux, un ensemble de tout ce que vous voulez. C'est une population pour laquelle vous allez étudier cette population. Voilà, vous allez étudier cette population, donc vous allez définir un ensemble. Et chaque individu, je m'excuse, chaque personne ou objet est ce qu'on appelle un individu. Chaque personne ou objet est un individu. Voilà. Donc on définit le terme population. Alors attention, moi individu, hein, je vais vous le préciser un peu plus. On définit le terme population et le terme individu. Bon, chaque personne ou objet est un individu, ou ce qu'on appelle, on peut l'appeler autrement, on appelle ça une unité statistique. Unité statistique. Voilà. Alors on peut avoir une population de voitures, une population d'accidents de travail, une population d'élèves, une population d'étudiants, on peut avoir une population de ce qu'on veut, une population d'animaux, une population de félins, une population de mammifères marins, une population d'oiseaux, d'une famille bien donnée, d'une race bien donnée. Voilà, on peut définir la population, et chaque individu statistique peut être pris en aparté. Voilà. Alors, il peut avoir un petit problème dans la notion de population, parce que bon, vous comprendrez que la généralité c'est bien, mais quand il faut aller au charbon, c'est-à-dire en pratique, il y a des choses qui ne sont pas mesurables. Qui ne sont pas mesurables pour plusieurs raisons. Bref, si vous êtes à 3 à établir une statistique pour une date donnée, on vous donne 5 mois pour faire une statistique donnée, et vous devez visiter, je sais pas moi, 40 millions d'arbres. Bon, je sais pas moi, vous comptez le nombre d'arbres que vous pouvez faire par jour, vous n'aurez jamais le temps de faire 40 millions d'arbres. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous allez faire une recherche en tant que sondeur, vous faites une recherche, mais vous n'avez pas les renseignements. Bon, les renseignements sont impossibles à recueillir.
Alors à ce moment-là, vous allez former ce qu'on appelle des échantillons. Vous allez former ou alors que si l'étude concerne un cas de figure de population où étudier la population serait trop onéreuse. Donc on va étudier, à ce moment-là, on va faire des sous-groupes ou des sous-classes. On va faire une sous-classe. On va étudier, si vous voulez, un échantillon, qui est un sous-ensemble de l'ensemble de la population. Voilà, donc on va créer ceci, on va créer ce qu'on appelle un échantillon. On peut avoir plusieurs échantillons, hein. Bon voilà, échantillon. Par exemple, si je dois étudier donc une population d'arbres d'une forêt, ben, c'est compliqué, vous le savez très bien, par le nombre d'arbres que constitue la forêt, si la forêt est très très grande. Bon, si elle est petite, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier un sous-ensemble qu'on dénommera un échantillon. Les données sont parfois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, introuvables, voire onéreuses, voire impossibles à recueillir, donc à ce moment-là, on crée un échantillon. Si je prends par exemple l'analyse de sang prélevé chez une personne, bien quand on fait une analyse de sang, ben, dans l'analyse de sang, on prélève des échantillons. Pourquoi? À proprement parler, hein, je dis bien un échantillon à proprement parler. Parce qu'en fait, dans les cellules humaines, dans le sang, il y a beaucoup de composants. Beaucoup de composants. Donc on va en prendre qu'un échantillon, ce qui va intéresser, je veux dire, voilà, la médecine. Donc on ne peut pas tout analyser dans le sang. Donc on va prendre ce qui intéresse l'analyse. Donc on va répertorier dans ce qui intéresse l'analyse un bulletin qui va reprendre les éléments, les échantillons. Et le restant on ne va pas analyser parce que bon, il y a trop d'éléments dans le sang. C'est impensable d'examiner toute la population cellulaire du sang, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Alors maintenant, je reviens à la notion d'individu. L'individu, ça peut être un couple. Hein. Attention au mot individu, ça peut être une famille. L'individu, l'unité statistique, ça peut être un couple, voilà, ou une famille. Encore, vous devez définir, quand vous, en tant que voilà, sondeur ou statisticien, il faut d'abord déterminer la population à étudier. Voilà. Il faut déterminer la population à étudier. Et ça exige déjà un effort, un petit effort. Parce qu'il faut définir ce qu'est une famille, par exemple. Vous devez savoir ce que c'est qu'une famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Ben, elle est composée de personnes. Mais est-ce que dans la famille, vous allez prendre le lieu? Est-ce que vous allez prendre les animaux domestiques qui constituent la famille? Bon, c'est pour ça qu'il faut définir tout dès le départ. Et dès le début, quand l'étude est lancée, c'est un peu trop tard de revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut faire une étude dès le départ, elle doit être bien, on va dire, bien pensée. Si elle est bien pensée dès le départ, à ce moment-là, on peut directement, par après, lancer l'étude sans aucune difficulté. Mais encore faut-il, comme dans les bases de données d'ailleurs, hein, c'est un petit peu un travail qui se fait dans les bases de données. Dans les bases de données, on demande d'identifier toutes les données qui seront présentes et de les définir. Il faut définir toutes les données. Il faut faire une identification des données qui vont être utilisées. Bien sûr, il faudra faire des tables, des relations, tout ce que vous voulez. Bon, ça on sait bien, c'est le travail du gestionnaire de base de données à faire ça, ou du programmeur de base de données. Il sait très bien ce qu'il doit faire, lui, il doit créer des tables, voilà, mettre des mots de passe, s'il faut mettre des mots de passe, faire un lien, voilà, faire une base de données sur Internet ou une base de données en réseau, ou voilà, ça c'est le travail du programmeur, mettre comment on appelle ça, des sécurités au niveau des bases de données, éviter les redondances, éviter beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être prises en compte par le gestionnaire de base de données, sans aucun souci. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit identifier, je veux dire, les tables qui vont être créées, qui doivent être créées, et que les interrelations qui vont lier les tables soient faites de façon la meilleure possible au niveau relationnel, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doublons, de triplons, ou de données qui viennent s'interférer l'une avec l'autre.
quand on fera une recherche, il y a un risque d'avoir une interférence et la base de données n'est pas bien faite. Entre deux données qui seraient voilà, des doublons, voilà, ça donnerait des résultats un peu bizarres. Donc là, le gestionnaire de base de données va s'occuper justement de tout ça, de l'intégrité référentielle, de la sécurité au sein de la base de données, la gestion des tables et les diverses relations qui existent dans la base de données relationnelle. Et bien sûr, il s'occupera des mises à jour, voilà, de la base de données. Je ne parle pas de la mise à jour des données, parce que ça, c'est l'utilisateur de la base de données qui va mettre à jour les données. Je parle de la mise à jour du gestionnaire de base de données. Voilà, s'il y a un petit software à rajouter, s'il y a un petit software à supprimer, s'il y a quelque chose qui pose problème dans le gestionnaire de base de données, bon, il va intervenir en tant que technicien pour gérer le problème. Si c'est un problème réseau, ou un problème interne, ou un problème informatique lié à Internet, ou je sais pas moi. Bon, il est là pour ça, il est payé pour ça. C'est son job, c'est son travail, c'est lui qui s'occupe de la base de données pour que on attend du gestionnaire de base de données pour que tout aille correctement et tout fonctionne correctement. Qu'au moindre pépin, il intervienne de façon à résoudre le problème. Voilà. Bon, ceci étant dit, ben, c'est un petit peu ça qui doit faire le statisticien, c'est un petit peu définir ses données, sur base de quoi il va définir voilà, son étude statistique. Il va faire un petit peu un travail, on va pas dire identique, mais similaire, un petit peu similaire à celui de... pourquoi il sera similaire? Je vous explique pourquoi il sera similaire. Parce que derrière tout ça se cachent voilà, des notions ensemblistes. Et les notions ensemblistes, qu'est-ce que c'est que les notions ensemblistes? C'est la catégorisation. C'est de collecter les données, placer dans des ensembles qui sont répertoriés. Donc, va être amené peut-être un tri à bulles, bubble sort, ou un tri, je sais pas, il existe plusieurs types de tri, un tri dichotomique, un tri classique, etc. Il existe plusieurs types de tri, il y en a qui sont plus rapides que les autres. Voilà, il va peut-être faire agir un algorithme de tri, voilà, il va peut-être scinder des sous-groupes, il va prendre une population, il va créer des échantillons, voilà, des échantillons, et il va définir ce qu'est l'unité statistique, et donc l'individu. Voilà. Qu'est-ce qu'une famille? Je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Est-ce que dans la famille reprise des informations telles que le lieu de domiciliation, le lieu de résidence, ou reprendront dans la famille les membres de la famille ainsi que les animaux domestiques? Voilà, c'est à définir tout ça. Et tout ça ne doit pas se tromper, parce que quand l'étude est finalisée, ben, après on demande de faire directement le sondage au travers de la population, et donc d'aller chercher les informations. Et de toute façon, comme j'ai toujours dit, bon, c'est un travail informatisé, donc le statisticien s'aidera en arrière-plan d'une base de données faite par un gestionnaire de base de données. Donc vous voyez qu'il y a une complémentarité qui va se faire entre l'informatique et la statistique. La statistique utilisée seule, bon, avec un papier et un crayon, c'est fini, ce temps-là il est révolu. C'était avant, on prenait sa calculatrice, et encore, faire ça avec... c'était avant, il y avait de nombreuses personnes qui s'occupaient de ça, probablement, parce que maintenant, avec le nombre de données qu'on a, c'est obligatoire d'être utilisé par l'outil informatique, qui fait ça avec une rapidité folle. C'est trouver une moyenne tout de suite, les processeurs travaillent très vite, avec des cadences de fréquences de travail très rapides, donc voilà, on met une quantité de données et c'est calculé des sommes et des produits de quantité de données, il n'y a pas de problème. Voilà, il s'est stocké, il s'est trié, il sait faire l'informatique est dédié à ça. C'est un outil d'aide, à différents métiers. Par exemple, un dessinateur va dessiner à l'aide d'un outil informatique qui est le logiciel de dessin. Je pense à voilà, AutoCAD. Voilà, il y a d'autres logiciels de dessin. Voilà, pour ne citer que celui-là. Si vous voulez faire des mathématiques, il y a MathCAD. Si vous voulez faire des études de circuit, il existe des études de circuits électroniques, électriques, etc., etc. Il existe. L'informatique est une aide, je veux dire, c'est un outil. L'informatique est un outil
pour différents corps de métier. C'est un outil pour différents corps de métier. Il est à usage strictement, voilà, un outil d'aide pour avoir du rendement. C'est-à-dire rendement, c'est travailler plus vite et bien. Si vous faites des statistiques, au travers d'un logiciel, il va vous faire très vite et très bien, sans erreur, parce que lui calcule ce que vous introduisez, et les seules erreurs qu'il y aura, c'est les erreurs d'introduction. Les erreurs d'introduction seront des erreurs. Par contre, le calcul, lui, il va faire le calcul que vous lui demandez. Il va être précis, rapide, précis et voilà, fiable. L'informatique, c'est précis, fiable et fidèle, précis, fiable. Et rapide. Et en fait, il peut traiter de nombreuses données, d'innombrables données. Voilà, donc c'est un outil tout fait pour les statistiques. Et bon, je vous ai déjà dit, il existe SPSS, qui est un outil informatique de traitement des statistiques. SP. Maintenant, il faut voir ce qu'ils utilisent dans certaines, comme logiciel de traitement informatique. SPSS, bon, c'en est un, mais il en existe beaucoup. Hein. Bon, pour ne citer que celui-là, je cite que celui-là. C'est un outil informatique de gestion. Voilà, bon. Donc ici, j'ai défini ce que c'était que la population humaine. Je m'excuse, la population. La population statistique. Qu'est-ce que c'était? Bon, il faut la définir dès le départ. Donc, quand vous faites une étude statistique, bien sûr, vous avez un préambule. Le préambule, c'est de mettre toutes les définitions possibles et imaginables dans un rapport. Toutes les définitions doivent être incluses dans ce qu'on appelle un rapport d'étude. Vous avez un rapport d'étude, le préambule, c'est ça. On commence à lire le rapport d'étude. Vous commencez l'étude et il faut vraiment être le plus précis possible dans les définitions pour éviter justement un rapport biaisé ou malsain ou mal vu ou malveillant ou manipulé ou voilà, qui peut apporter toute une forme je veux dire, de flou. Pour éviter tout flou et laisser au lecteur de l'étude une forme de confiance, eh bien c'est déjà dans le rapport de définition, rapport d'étude, c'est de mettre en préambule voilà, une place dédiée aux définitions. Et vous mettez toutes les définitions là-bas, comme ça, il n'y a pas photo. Celui qui est contraire avec des chiffres, ben, il va voir les définitions se rapportant avec la spécificité de l'étude. Il dira que bon, là est pris en compte, par exemple, des adjectifs qualificatifs très bien, correctement, peu, etc. Là, les qualificatifs vont être, je veux dire, plus appréhendés par le lecteur et qui aura un peu plus une vision de confiance que de méfiance de ces chiffres. Donc le rapport d'étude est fondamental à déterminer. Bien sûr, dans le rapport d'étude, vous mettrez aussi donc les populations, la population à définir, parce que la première des choses, on va faire une étude sur une population, il faut définir ce qu'est la population. Il faut définir la population. S'il y a des échantillons avec des unités statistiques, il faut définir l'unité statistique. Donc vous voyez que avant d'entamer une quelconque étude, la première des choses, c'est il y a un travail lourd, c'est un travail de définition. On n'est pas dans la collecte, hein. On n'est pas encore dans la collecte, loin de là. Le sondeur n'a pas encore fait son travail. Il y a un travail de définition. Définition, voilà, des termes, des vocables, des quantités, voilà, des quantités, des qualités, voilà, qu'est-ce que c'est qu'on a comme qualité, voilà. Donc pour étudier une population, on ne prend qu'une partie de ces éléments, ce qu'on appelle un échantillon. C'est ce qu'on appelle, là, à ce moment-là, on a toujours, voilà, la définition des termes, vocables, qui seraient de type quantité ou qualité. Voilà. Quantité, je pense à nombre
Qualité, je pense à très peu, grand, moyen, voilà, moins, euh, euh, moins valeureux, plus valeureux. Je sais pas, on peut, qualité, c'est pas un nombre, c'est un qualificatif. Une qualité, c'est un qualificatif. Donc soit on joue avec... il faudra définir les quantités, il faudra définir les qualités. Bon, les quantités, elles devront être mises avec leur poids, leur pondération, comment est-ce qu'on appelle ça, leurs unités. Voilà, leurs unités. Si ce sont des tonnes, des millions de tonnes, si ce sont voilà, des milliers d'abeilles, je ne sais pas. Tout est, voilà, un cas de figure n'est pas l'autre. On peut faire des études de statistiques sur tout et n'importe quoi, je vous l'ai déjà dit. Et donc c'est à vous à définir dès le départ tous les concepts qui vont être pris dans l'étude. Et une fois que l'étude, vous avez défini tous les vocables, vous avez défini donc l'unité statistique, les individus, les échantillons, la population et tout le tralala qui va avec, dans un rapport d'étude, bien sûr, écrit et bien sûr vérifié, contrôlé, pré-signé, je dirais signé pour finalité. Pré-signé pour préparation et signé pour finalité. Donc là, on suit tout un stade qui permet de dire que bon, il n'y a pas quelque chose d'anormal dans bon. Maintenant, vous pouvez même faire dans le rapport d'étude la manière dont a été voilà, la manière dont a été fait l'étude. Vous pouvez expliquer comment a été fait l'étude aussi. Il y a un rapport d'étude, mais dans le rapport d'étude, il n'y a pas que les définitions. Hein. Vous pouvez mettre comment s'est déroulée, je veux dire, l'étude. Bon, mais n'oubliez pas qu'après, il y a le procédé de sondage. Le procédé de sondage, c'est de remplir l'étude que vous avez faite. Vous avez fait une étude, ben, il faut la remplir. C'est-à-dire, il faut aller chez on aura un sondeur qui ira chez un sondé, le visiter, ou lui téléphoner, ou lui envoyer un questionnaire, ou il viendra vers vous, peu importe, mais en tout cas, il y aura une communication sondeur-sondé, sondeur-sondé, et qui fera en sorte qu'on aura là voilà, le procédé du sondage. Voilà. On aura de ce fait le sondage. Et là, le sondage permettra par rapport au rapport d'étude, par rapport à une base de données que le sondeur aura en sa possession, de remplir cette base de données sur base de questionnaires. Donc, il enverrait des questionnaires, les questionnaires lui seraient retournés, avec bien sûr, les questionnaires répondraient à des questions, bien sûr, prises dans le rapport d'étude. C'est le rapport d'étude qui a formulé, qui va construire, le rapport d'étude va construire ce formulaire. Voilà. Le rapport d'étude est un gros rapport qui va prendre aussi bien les définitions, la manière dont va se dérouler le sondage, le questionnaire qui comprendra le sondage, et bien sûr des remarques quelconques, voilà, des remarques. Bien sûr les traitements, j'oublie les traitements, pourtant c'est fondamental. Il y aura les traitements, parce que le fait de faire un sondage ne suffit pas, c'est une collecte de données. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a toute la stratégie de mise en place de la procédure, qui est bien sûr le traitement informatisé via des calculs statistiques. On aura tout le traitement. S'en suivra l'analyse et la sortie des résultats, la sortie au travers de différents types de graphiques. Sortie de graphiques. Publication, bien sûr, sous forme de graphique pour qu'elle soit compréhensible par n'importe quel kidam. Comme je vous ai toujours dit, tout doit être ramené de manière la plus simpliste pour que n'importe quelle personne puisse accéder à l'étude et puisse en tirer, je veux dire, voilà, une information. Parce que si c'est pour faire lire de n'importe quoi à des gens, que 30% des gens ne comprennent rien, autant prendre l'étude et la déchirer et la jeter. Hein. On n'est pas dans les bizarreries pour faire comprendre, pour créer de la zizanie ou de la bizarrerie ou de l'incompréhension.
quand on fait une étude, c'est pour être le plus clair possible, voilà, le plus clair semi, le plus clair possible, je m'excuse, le plus clair possible, de façon à donner les informations, de façon à ce qu'elles soient le plus aptes à être comprises par n'importe quel kidam. Bon, maintenant, je dis qu'il y a toujours des gens qui ne comprendront pas, parce qu'il bon, il y a des personnes voilà, qui sont non aptes à comprendre certaines choses. Il y aura toujours des personnes, bien sûr, il y aura, je ne sais pas, une minorité qui ne sauront pas lire ce type de graphique, ça d'office. Il y a toujours une minorité qui ne sauront pas lire, je pense à, voilà, des gens qui sont qui n'ont jamais lu de graphique de ce genre. Si on leur explique pas, ben, je veux dire, à ce moment-là, ils ne pourront pas comprendre la teneur des couleurs, voilà, ne fût-ce du graphique le plus simpliste. Parce qu'il y a toujours des personnes qui ne comprendront pas. Il faudra les amener à les faire comprendre par une explication d'une personne extérieure ou un membre de la famille. Voilà, donc vous voyez que les traits se ramèneront à une population, si vous voulez étudier une population, ou si vous voulez étudier un échantillon qui est un sous-ensemble, et la population est composée, si vous voulez, d'une unité statistique. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les bases pour démarrer, si vous voulez, faire des études statistiques. Savoir ce que c'est qu'une population et savoir ce que c'est qu'un échantillon. Et en statistique inférentielle, on parlera d'échantillonnage. Et là, en ce moment-là, il faut expliquer ce que c'est que l'échantillonnage. Il existe différents types d'échantillonnage. Voilà, je vous remercie.